C'est Nicolas Breton qui est avec nous dans la French Tech, cofondateur et président de Stellaria. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. On parle ici de réacteurs nucléaires à sel fondu, le Stellarium. On a peut-être trouvé une solution aux déchets nucléaires. C'est ça qui est très intéressant. Dites-nous comment ça fonctionne, le Stellarium. Alors, le Stellarium, c'est un réacteur à sel fondu. Donc, c'est un réacteur avec un cœur qui est liquide, homogène, dans lequel on va mélanger des combustibles fissiles et des matières fertiles. Ces matières fertiles, on peut les transformer en matières fissiles au fur et à mesure. C'est ça qui donne une autonomie de plus de 20 ans à nos réacteurs. Aujourd'hui, les réacteurs, ils fonctionnent avec quelle énergie? Fissile ou fertile? Alors, tous les réacteurs fonctionnent avec de l'énergie fissile, mais en revanche, on est capable de transformer dans un réacteur à neutrons rapides des atomes fertiles en atomes fissiles. Pour prendre un exemple pour les gens qui ne sont pas dans le nucléaire, j'aime bien prendre l'exemple de la combustion. Donc vous avez du bois sec et du bois mouillé dans le réacteur. Le bois mouillé doit être transformé en bois sec et après le bois sec peut brûler. Donc chaque atome fissile qui est coupé en deux produit de la chaleur et il est remplacé par un atome fertile qui devient un atome fissile. Et c'est comme ça qu'on est capable d'entretenir la réaction en chaîne pendant plus de 20 ans. Et alors, c'est le même type de combustible que dans les centrales classiques? On utilise de l'uranium ou est-ce que c'est d'autres types de matériaux? Alors en fait, on est multicombustible. Ça, c'est une vraie innovation de Stellaria. C'est-à-dire que non seulement on peut utiliser de l'uranium classique, un peu enrichi, ce qu'on appelle le HALEU, et qu'on va transformer petit à petit en uranium-plutonium et qu'on peut ensuite transformer en énergie totalement renouvelée, donc en combustible renouvelé au fil du temps, ou alors on utilise des combustibles usés des centrales existantes. Ah oui, donc, voilà, donc on peut prendre les combustibles usés des centrales existantes, on passe par notre partenaire Orano à La Hague qui va produire des sels à partir de l'uranium usé et de plutonium issus des centrales existantes, et ça, c'est notre combustible. Et est-ce que ça veut dire que alors pardon, mais parce que c'est le gros argument des antinucléaires, c'est la fameuse question des déchets. Dire qu'il faut les stocker. Donc là, on en a déjà qui sont stockés aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait réutiliser ceux qui sont déjà stockés et puis les détruire une bonne fois pour toutes, en fait? Alors, tout à fait. En fait, les piscines sont quasiment pleines aujourd'hui. Donc, il y a deux types de matières. Il y a des matières utilisables, usées, avec de l'uranium appauvri, de l'uranium usé et du plutonium. Donc ça, c'est des matières qui sont immédiatement utilisables. Et puis dans un deuxième temps, on va pouvoir retraiter ce qu'on appelle les actines mineures, qui sont les déchets de haute activité à vie longue, qu'on va pouvoir, nous, dissoudre dans notre sel pour une utilisation et pour les brûler. Donc on brûle à peu près 30% des actines mineures tous les 20 ans. Il ne reste plus rien à la fin, il n'y a vraiment plus du tout de déchets? Donc il y a forcément des produits de fission. Donc les produits de fission, c'est tous les atomes qui ont été coupés en deux, mais leur durée de vie n'a rien à voir avec des actines mineures. Donc les produits de fission, c'est maximum 300 ans. Et c'est une toute petite partie des déchets actuels. On va voir comment vous allez construire ce réacteur, parce que vous en êtes là pour le moment. Il faut construire ce premier réacteur. Concrètement, quand il sera construit, quand ils seront construits, vous les mettrez où? À la place des centrales nucléaires actuelles qui vieillissent, ou dans d'autres sites? Alors, il y a différents marchés. On a un premier marché qui est un marché data center, puisque les data centers ont besoin d'une énergie durable et soutenable sur des dizaines d'années. On est capable de rendre un data center totalement autonome en énergie pendant toute la durée de vie de son installation. Donc un data center aurait sa petite centrale nucléaire adossée, en fait, qui permettrait de le faire tourner, quoi. Tout à fait. Alors l'électricité se transporte, donc ou alors adossée à côté, ou alors un peu plus loin. Mais ça permet de décarboner totalement les data centers, y compris les data centers IA de grande taille. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit. En France, on a une vision de l'électricité qui est très centralisée avec des grosses centrales. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, on voit que les GAFA sont de plus en plus en train d'investir maintenant dans le nucléaire pour avoir justement leurs petites centrales, leurs SMR, qui sont directement accolées à leur data center ou à leur site industriel. D'ailleurs, nous venons de signer un contrat commercial, notre premier contrat commercial avec Equinix, le leader mondial du data center, pour justement adosser des SMR aux nouveaux data centers IA et les rendre durables. Alors vous avez levé 23 millions d'euros en juillet pour développer ce premier réacteur. Ça va être quoi le calendrier? Il va arriver quand? Alors, on veut s'inspirer en fait du programme de réacteurs neutrons rapides qui a eu lieu dans les années 60 en France. Et j'ai beaucoup de respect pour nos aïeux qui ont fait un travail incroyable. Et donc on est humble, on sait qu'il faut passer différentes étapes. La première étape, ça sera une première fission dans un réacteur tout petit,
50 cm par 50 cm, qui va permettre de montrer la sûreté intrinsèque du réacteur. Avec la dilatation du sel, on peut très rapidement arrêter et étouffer la réaction en chaîne à la vitesse du son. Donc ça c'est une innovation radicale dans le monde de la sûreté. On va montrer ça, première étape, en 2030. Au début des années 30, on va transformer ce réacteur en prototype et donc on va faire un démonstrateur beaucoup plus petit que le réacteur commercial, de l'ordre d'une dizaine de mégawatts thermiques, mais qui a exactement la même forme, beaucoup plus petit, qui va permettre, dans une zone de recherche, de valider l'ensemble du concept auprès des autorités de sûreté. Et enfin, en 2035, on va pouvoir construire le premier réacteur commercial. 2035, c'est pas si loin, à l'échelle par rapport à ce qu'on nous promet ailleurs. Quand on parle de nucléaire, en général, c'est des échelles de temps qui sont quand même assez longues. Et est-ce qu'il y a la possibilité aussi derrière ça, et derrière l'exemple de votre entreprise, de créer une filière française? Parce que vous n'êtes pas le premier acteur sur les SMR à sel fondu qu'on reçoit. On a eu Thorison, que vous connaissez, c'était il y a quelques mois de ça. Est-ce qu'on a une expertise française qui pourrait nous donner une carte à jouer aussi, y compris sur la scène internationale? Alors, on a déjà une expertise française incroyable avec notre partenaire Orano et avec le CEA. On capitalise sur les 60 dernières années. Orano dispose de la seule usine de reprocessing de combustible sur lequel on peut se baser pour fabriquer nos combustibles, nos sels. Donc on travaille énormément avec eux. Et on est aussi en partenariat avec Narea et avec Thorison pour développer une filière européenne, puisqu'on pense que on peut pas faire de réacteurs innovants sans combustible innovant, on peut pas faire de réacteurs innovants si on n'a pas un écosystème complet. L'écosystème français, qui est très développé sur le nucléaire, il suffirait pas? Si, il suffirait, mais on pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit être embarquée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des grands enjeux, notamment par exemple dans les pays de l'Est, on a plus de 200 centrales à charbon, que nous, on peut rétrofiter, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les turbines, garder les turbines et le personnel, et remplacer les brûleurs à charbon, et remplacer ça par des stellariums. Donc une ambition européenne d'abord, et puis ensuite on a toute l'Asie du Sud-Est, on a l'Inde, c'est des marchés avec des mégalopoles à plusieurs dizaines de millions d'habitants qui ont besoin d'une énergie dense. Il y a un dernier avantage dont on n'a pas parlé, alors je parle sous votre contrôle, mais de ces nouveaux types de réacteurs à sel fondu, c'est qu'ils peuvent aussi fonctionner avec, alors, entrer un peu dans les détails, mais du thorium, c'est ça, donc c'est un combustible qui, pour le coup, qui a l'avantage d'être un peu partout dans le monde, y compris en France, donc on serait aussi moins dépendant des pays qui nous fournissent aujourd'hui en uranium. Alors aujourd'hui, le marché de l'uranium va être de plus en plus tendu dans les années 30, puisqu'il y en a énormément de programmes de troisième génération, notamment en Inde et en Chine, qui ont la taille, et aux États-Unis, qui ont la taille du marché mondial actuel. Et donc, il faut qu'on ait des solutions qui soient efficaces, à la fois en uranium et puis demain en thorium. Mais nous, dans un premier temps, on n'a pas besoin de thorium. On a déjà 5000 ans d'uranium-238 qui sont déjà stockés, qui sont de l'uranium appauvri en France. C'est fantastique. On peut déjà s'en servir. Et ensuite, dans certains marchés, comme on est multicombustible, on va pouvoir adapter, mais ça sera dans un deuxième temps, nos réacteurs au thorium. C'est un peu plus compliqué, on a besoin de faire du retraitement en ligne et on préfère pas le faire dans un premier temps. C'est la première fois qu'on est fiers d'afficher nos déchets nucléaires. Franchement, ça s'appelle Stellaria. Merci Nicolas Breton, cofondateur et président de Stellaria, d'être venu nous voir dans la matinale de l'économie.